Hello tout le monde! Avant de passer à cette compilation, je veux vous parler de mon nouveau projet, qui j'espère vous plaira. Je voulais créer du contenu qui apporte du positif, pour contrebalancer l'horreur dont je parle sur la chaîne, et qui vous aidera à devenir la meilleure version de vous-même et à réaliser tous vos objectifs. Créé en collaboration avec Kaedan, un passionné de psychologie et d'amélioration de soi, je vous présente notre nouvelle chaîne YouTube, Reya te parle. C'est une chaîne animée qui a pour but de vous donner des conseils précieux et des techniques pour vous faciliter la vie au quotidien. Elle s'adresse à tout le monde, quel que soit l'âge, mais particulièrement à ceux qui sont encore en études. Je vous mets un petit teaser pour vous donner une idée plus précise. Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Reya. Mon but, vous rendre la vie plus facile. Comment? En mettant à votre disposition toutes les connaissances que j'ai accumulées sur la psychologie, le développement personnel ou encore le bien-être. Ça prendra la forme de petites vidéos où je vous donnerai des conseils et des astuces pour tirer le maximum de votre vie, être plus heureux et serein, atteindre vos objectifs, etc. En gros, tout ce qu'il faut pour que vous soyez la meilleure version de vous-même et meniez la vie que vous souhaitez, en prenant les rênes, plutôt que de vous laisser entraîner sans avoir le contrôle sur rien. Prêt à me suivre? C'est parti! Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je compte sur vous pour vous abonner et la suivre autant que vous suivez ma chaîne. Et si ça vous plaît, la partagez au maximum à tout votre entourage. Ça me tient vraiment à cœur de toucher le plus de monde possible dans ce nouveau domaine. Voilà, place à la vidéo. Cette histoire nous vient d'Adrien, et elle date d'il y a quelques années, quand il était encore à l'université. L'un de ses amis, Kyle, avait loué un appartement à un particulier. L'appartement était très petit, très vieux et très mal équipé. Mais malgré tout, Kyle a tout de même accepté de le prendre et s'y est installé. Depuis ce moment-là, il n'a pas arrêté de ressentir quelque chose de bizarre et d'indéfinissable. Il était cependant épuisé par son emménagement, et puisqu'il avait cours le lendemain matin tôt, il a décidé d'aller se coucher. Il s'est préparé et était sur le point de s'allonger sur son lit, lorsqu'il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Se demandant qui cela pouvait bien être, il s'est levé pour aller voir, mais il n'y avait personne. Pensant que c'était quelqu'un qui devait lui faire une blague, il est reparti se coucher. Mais au même moment, il a de nouveau entendu le même bruit. Agacé cette fois-ci, il a décidé de se lever et d'attendre à côté de la porte d'entrée pour voir qui était le plaisantin qui frappait chez lui. Et de nouveau, après quelques instants, il a entendu les mêmes coups. Cependant, il a réalisé au même moment que la source du bruit était étrange. Cette fois-ci, on aurait dit que le son provenait du mur à côté de la chambre. À côté de la chambre se trouvait la cuisine. Et curieux, il est parti voir ce qui s'y passait. Il a regardé autour de lui dans la cuisine, mais n'a rien vu qui pourrait expliquer le bruit. Sa patience amenuisait de plus en plus. Énervé, il a décidé de rester dans la cuisine jusqu'à ce que les coups se fassent de nouveau entendre. Et sans surprise, le bruit est bien revenu. Seulement cette fois, il provenait de la chambre. Effrayé par ce phénomène inexplicable, il est sorti de l'appartement et a regardé à l'intérieur. Toutes les lumières de toutes les pièces étaient allumées, à l'exception d'une seule fenêtre. D'ailleurs, cette fenêtre se trouvait à un endroit où il ne pensait qu'il n'y avait qu'un mur. La fenêtre en question se trouvait entre celle de la cuisine et celle de la chambre. De plus en plus intrigué, il est retourné dans l'appartement et s'est mis à chercher un moyen d'y accéder. Dans la chambre, il a tapé au mur pour essayer de découvrir où se situait la porte de cette pièce cachée, mais il n'a rien trouvé d'anormal. Il a fait la même chose dans la cuisine, pour arriver au même résultat. Finalement, le dernier endroit où il a cherché était les escaliers. Il a lentement monté les marches, frappant à chaque mur, jusqu'à ce qu'un bruit différent se fasse entendre. Déterminé, il a arraché le papier peint de cette zone et a essayé de regarder de l'autre côté. C'était une fenêtre, qui donnait sur un espace tellement sombre qu'il ne parvenait pas à discerner quoi que ce soit dedans. En plus de cela, son malaise avait grimpé d'un cran. Il a donc décidé qu'il serait plus prudent qu'il aille dormir chez sa petite amie cette nuit-là. Le lendemain matin, il est retourné chez lui, accompagné par elle. Il avait déniché une lampe torche et l'a pointée à l'intérieur. Il a pu discerner un lit complètement usé et rouillé, des toilettes cassées et un lavabo. Mais le pire, c'était le tas d'ossements blancs dans de vieux vêtements. Les deux sont sortis de l'appartement en hurlant de terreur et ont immédiatement appelé la police, qui n'a pas tardé à arriver. Les policiers sont allés dans la pièce secrète et l'ont fouillée de fond en comble. Il y avait bien des restes humains à l'intérieur,
appartenant à une seule personne. Après les analyses, il s'est avéré que cette personne était un homme qui avait été porté disparu, à peu près à la même période où l'appartement avait été construit. Des rumeurs circulaient au sujet de cet homme, disant qu'il avait violé la fille du constructeur. Ce dernier répétait à qui voulait l'entendre qu'il allait se venger. La police l'avait bien interrogé après la disparition de l'homme, mais comme il n'y avait aucune preuve, il a rapidement été libéré et est décédé peu de temps après cela. Les enquêteurs ont découvert que l'homme prisonnier avait gratté les murs jusqu'au sang, s'arrachant les ongles au passage. Les murs étaient toujours couverts de son sang. Mais une question restait sans réponse. Qui était à l'origine des coups dans le mur que Kyle avait entendus? Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 14 ans. Mon père et moi avons décidé de faire un road trip jusqu'au Nevada pour rendre visite à mon oncle qui habitait là-bas. Il faisait déjà sombre à l'extérieur. Alors que nous étions en train de rouler le long de cette route plongée dans le noir, notre voiture s'est soudainement arrêtée. J'ai tout de suite trouvé ça étrange, parce que nous venions à peine de faire le plein quelques minutes auparavant. Mon père est descendu de la voiture pour voir quel était le problème. Pendant qu'il l'inspectait, essayant de trouver l'origine de la panne, j'ai soudainement entendu des bruits de course derrière moi. Je me suis aussitôt retournée, mais il n'y avait rien. En fait, je ne pouvais rien voir du tout à cause de l'obscurité de la nuit. Je me suis dit sur le moment que c'était peut-être mon imagination qui me jouait des tours, et je n'y ai plus pensé. Au même moment, notre voiture a grondé, ce qui voulait dire que mon père avait réussi à la faire redémarrer. Nous nous sommes remis en route, et nous avons aperçu une station-service un peu plus loin devant. Mon père m'a dit qu'il allait s'y arrêter, et j'ai hoché la tête en remettant ma musique. Lorsque nous y sommes arrivés, mon père m'a demandé d'aller payer pour le carburant, et en profiter pour m'acheter quelque chose à grignoter. J'ai accepté et je suis sortie de la voiture, munie de quelques billets. Cependant, une fois à l'extérieur du véhicule, j'ai pris conscience du silence qui régnait. J'ai trouvé ça plutôt étrange, mais peut-être que la route sur laquelle nous étions était juste peu fréquentée. Je suis entrée dans la boutique et je me suis dirigée vers le comptoir. Il y avait un homme derrière qui me regardait fixement. Je me suis approchée de lui, et au début, il a paru surpris de me voir, comme si je l'avais interrompu ou dérangé dans ses occupations. Et peu à peu, j'ai pris conscience que son apparence était quelque peu effrayante. C'était un homme très maigre, avec des cheveux noirs et des vêtements usés. Il ne m'avait même pas salué comme l'aurait fait n'importe quel vendeur, ni adressé la parole tout court. Il est juste resté là à me regarder fixement avec ses yeux luisants. J'ai attrapé quelques gâteaux au passage, puis j'ai posé l'argent et j'ai attendu qu'il le prenne. C'est à ce moment-là qu'il a éclaté de rire, en me disant « Tu sais que je ne travaille pas ici, pas vrai ?» Je ne comprenais pas ce dont il parlait. J'ai lentement jeté un coup d'œil par-dessus le comptoir, et à ma grande horreur, j'ai vu un corps allongé au sol. Mon corps s'est figé, j'étais en état de choc total. L'homme l'a évidemment remarqué, parce qu'à cet exact même moment, il s'est arrêté de rire. J'ai hurlé de toutes mes forces et j'ai commencé à courir vers mon père. L'homme a aussitôt contourné le comptoir et s'est lancé à ma poursuite. Heureusement pour moi, j'étais bien plus rapide que lui. Mon père a fini par me remarquer, mais comme l'homme me poursuivait toujours, il ne pouvait pas me demander ce qui se passait. Nous avons tous les deux sauté dans la voiture et il a verrouillé les portières. L'homme s'est mis à marteler la portière côté conducteur, en criant de le laisser entrer et qu'il allait nous tuer de toute façon. J'ai éclaté en sanglots, et mon père m'a crié d'aller immédiatement sur le siège arrière. Je lui ai obéi et j'ai sauté dessus. C'est là que j'ai vu le couteau dans la main de l'homme, et j'ai pleuré encore plus fort. L'homme continuait d'attaquer la portière, la frappant de plus en plus fort. Je me suis cachée sous le siège, et après cela, je crois que j'ai perdu connaissance. Quand je suis revenue à moi, j'ai pu voir qu'il y avait des gyrophares de police partout. Je suis sortie de la voiture et j'ai discrètement demandé à mon père ce qui s'était passé. Mais il ne m'a pas remarqué et a continué à parler aux policiers. J'ai découvert par la suite que l'homme s'était introduit dans la station-service et avait tué l'employé, quelques minutes à peine avant que mon père et moi arrivions sur place. C'était un fugitif qui avait déjà à son actif plusieurs cambriolages avec violence, et même des meurtres. Je ne serais pas étonnée que ce soit lui que j'ai entendu courir derrière moi, quand notre voiture était tombée en panne. Après tous ces problèmes, nous avons malgré tout fini par arriver chez mon oncle. Mais depuis ce jour-là, nous n'avons plus jamais fait de longs voyages en voiture. Je prenais toujours l'avion pour voyager. Quelques années après cet incident, j'ai découvert que le criminel avait été tué en prison. Je ne connais pas les circonstances exactes de sa mort, mais je ne me sens pas désolée pour lui du tout. J'ai maintenant 25 ans, et je remercie tous les jours mon père de m'avoir sauvé la vie ce soir-là. Mais malgré tout, je continue de me demander ce qui serait arrivé si j'avais été moins rapide que l'homme, ou si mon père n'avait pas réagi à temps.
Cette histoire est arrivée à mon père il y a de cela plusieurs années. C'était pendant une nuit de tempête, dans la ville de Glenwood, dans le Colorado. C'était les années 1980, et mon père était un ingénieur électricien qui venait juste de finir un travail dans un chantier. Il était sur le chemin du retour, après avoir travaillé de longues heures. Son travail était exigeant, et ce n'était pas inhabituel pour lui de rentrer vers minuit dans la petite maison qu'il partageait avec un ami, nichée en pleine nature. Il pleuvait à verse et le tonnerre grondait, précédé par des éclairs qui illuminaient les flaques d'eau parsemant le chemin de terre battue sur lequel mon père était en train de rouler. Il est passé devant un grand saule pleureur, et alors que ses phares ont éclairé sa base, il a remarqué que quelqu'un était recroquevillé en dessous. C'était une femme qui semblait être vers la fin de la vingtaine, avec de longs cheveux blonds emmêlés et des vêtements plutôt ordinaires. Elle portait un assez gros paquet dans ses bras, enroulé dans un tissu. Mon père, étant le gentleman qu'il était, a décidé de s'arrêter et lui a proposé de l'emmener chez lui pour qu'elle s'abrite de la tempête et se sèche, parce que sa maison n'était qu'à quelques mètres. La femme a souri et l'a remercié. En montant dans sa voiture, elle lui a expliqué qu'elle était partie faire une randonnée ce jour-là. Et lorsque la tempête a frappé, elle a été prise par surprise. Mon père a souri et lui a fait remarquer que sa tenue était loin d'être idéale pour une randonnée. La femme a ri et a répondu qu'elle était partie précipitamment de chez elle, sur un coup de tête. Mon père lui a alors demandé si elle avait besoin de quelque chose de particulier, en pointant le paquet qu'elle tenait fermement contre elle. La voix de la femme est soudainement devenue très froide, et elle a dit non. Lorsque mon père lui a demandé où elle habitait dans la zone, les choses ont commencé à devenir très étranges. Elle lui a répondu qu'elle n'avait ni amis ni famille dans la région, et lorsqu'il a gentiment demandé des détails sur là où elle habitait, elle est restée très vague. Tout ce qu'elle a dit était qu'elle habitait bien trop loin pour y conduire cette nuit par ce temps. À ce stade, mon père commençait à la trouver suspecte, mais s'est finalement dit que ça devait être l'épuisement de la randonnée et le fait d'être sous une tempête pendant plusieurs heures. Alors qu'ils entraient dans la maison, mon père s'est souvenu que son colocataire était parti le matin même pour un voyage et qu'il allait être absent pendant plusieurs jours. Mon père aurait bien offert la deuxième chambre à la femme, mais il ne pouvait pas le faire sans avoir la permission de son ami. Souvenez-vous que cette histoire se passe dans les années 80, année où les gens ne possédaient pas encore de téléphone portable. Mon père lui a alors dit qu'elle pouvait dormir sur le canapé et lui a tendu plusieurs serviettes pour se sécher. Elle les a prises avec sa main droite, sans jamais lâcher le paquet qu'elle tenait toujours serré dans son bras gauche. Mon père a réalisé à ce moment-là qu'elle ne lui avait jamais dit comment elle s'appelait. Il s'est donc présenté et lui a demandé. « Je m'appelle Marilou », elle a répondu. Mon père a commencé à se sentir un peu plus à l'aise après cela. Il lui allumait la télévision et lui a passé la télécommande. Elle a zappé les chaînes pendant un moment, jusqu'à s'arrêter sur un film d'action avec des gangsters. Il y avait une scène où plusieurs personnes se faisaient réduire en miettes. Et Marie a apparemment trouvé ça très drôle. Elle a commencé à rire, d'un rire hystérique aigu. Le malaise de mon père est revenu au galop, et d'une voix un peu nerveuse, lui a dit qu'elle semblait apprécier ce qu'elle voyait. Puis il lui a posé des questions sur sa vie, et c'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure terrifiante. Quand il lui a demandé si elle avait quelqu'un dans sa vie, elle a pointé la ceinture qu'elle portait et lui a raconté l'histoire de sa rupture. Elle a déclaré que son dernier petit ami voulait la contrôler et la dominer, et pour ne pas se laisser faire, elle l'a battue presque à mort dans l'allée de sa maison avec la ceinture, la même qu'elle portait à ce moment-là. Il n'a pas arrêté de la supplier d'arrêter, mais elle a refusé de lui montrer la moindre pitié. Elle a raconté ça à mon père avec un sourire et une note de fierté dans la voix. Mon père lui a demandé si son petit ami avait abusé d'elle, et si ce qu'elle a fait était une réaction de légitime défense. Elle a haussé les épaules et lui a répondu que non, qu'il serait mort sinon. Plus la conversation avec elle progressait, plus le malaise de mon père empirait. Elle lui a parlé de sa mère, décédée pendant une opération chirurgicale, et comment le chirurgien qui était en train de l'opérer est sorti de la salle couvert de son sang pour lui annoncer qu'elle irait bien. Comment peut-elle aller bien avec toutes ses entrailles dans la poubelle? Elle avait lancé au chirurgien avant d'éclater de rire. Elle a de nouveau tourné son regard vers l'écran de la télé, où on voyait un tas de corps fusillés et ensanglantés. Puis, avec un sourire sinistre, elle lui a avoué qu'elle aimait voir du sang, que ça l'excitait, que rien ne lui donnait plus de plaisir que de voir quelqu'un se vider de sa vie. À ce stade, mon père a décidé que c'en était assez. Il était plus grand et plus fort qu'elle, et avait vécu son lot de situations terrifiantes dans sa vie. Mais la façon dont elle parlait, elle était violente, sûre d'elle, et son étreinte ferme sur le paquet qu'elle n'avait jamais lâché lui glaçait le sang. Il avait besoin d'un plan. Finalement, il a eu une idée qui pourrait marcher. Il a regardé Marilou et lui a expliqué qu'il avait un ami qui était un prêtre en ville, qui avait accès à plusieurs refuges financés par l'église. Elle serait bien mieux installée là-bas que sur leur canapé,
et il pourrait la nourrir et trouver un moyen de la ramener chez elle le matin venu. En plus, le refuge le plus proche n'était qu'à quelques kilomètres. Le visage de la femme s'est éclairé, et elle la remercia avec enthousiasme. Mon père a souri pour cacher son soulagement, et lui a dit que c'était la moindre des choses d'aider son prochain. Alors qu'il se dirigeait vers le téléphone pour composer le numéro de son ami, il a entendu un grognement menaçant. C'était Marilou. Elle grognait comme un animal, répétant en boucle qu'elle détestait les prêtres, d'une voix grave qui suintait réellement la haine et le dédain, du plus profond de son être. Mon père avait atteint sa limite. Ce n'était pas un jeu, et il commençait à se sentir en danger. Ce n'était pas juste une inconnue bizarre, c'était au-delà. Elle avait en elle des ténèbres et une cruauté qu'il ne voulait pas avoir chez lui. Il lui a dit qu'elle devait partir immédiatement, en lui pointant la porte, qu'il ne pouvait pas la garder chez lui avec son comportement, et que maintenant que la tempête était passée, elle devrait trouver un autre endroit où passer la nuit, en attendant de pouvoir rentrer chez elle. La femme l'a fixé du regard, avec une expression indéfinissable, puis a finalement haussé les épaules. Mon père l'a raccompagnée à la porte, se tenant près d'elle au cas où son paquet contienne une arme ou autre. Il ne voulait pas prendre de risques. La femme lui a souri et a avancé lentement jusqu'à l'extérieur. « Au revoir, je te reverrai quand je te reverrai », elle a dit calmement. Et sur cette phrase, elle a avancé le long de la route de terre, qui n'avait qu'un seul lampadaire pour l'éclairer. Elle s'est tournée pour le regarder une dernière fois, avant de traverser la lumière et de disparaître sans laisser de traces, enveloppée par les ténèbres. Mon père a appelé la police le lendemain matin, inquiet qu'elle puisse être encore cachée dans sa propriété quelque part. C'était sa petite amie, qui est actuellement ma mère, qui lui avait mis cette idée dans la tête. Elle était persuadée que la femme allait revenir une nuit, s'introduire dans la maison et surprendre mon père à son retour pour le tuer. Ils ont donc été sur leur garde pendant plusieurs jours, mais elle n'est jamais revenue. Mon père a fait l'erreur d'en parler à ses collègues, et ils l'ont taquiné sur le sujet tout au long de sa carrière. Quand ils lui disaient au revoir, ils ajoutaient « Passe le salut à Marilou de notre part ». Mon père ne l'a plus jamais revue depuis ce soir-là, mais il se demandait ce jour ce qu'il y avait dans ce paquet qu'elle protégeait avec tant d'acharnement. Cette histoire est arrivée à Mathieu il y a environ 13 ans. À cette époque, c'était un écolier en CE1, dans l'école primaire de son quartier. C'était au moment où il commençait à faire chaud, juste avant les grandes vacances d'été. Les enfants n'avaient aucun endroit pour jouer dans les environs, étant donné que les cybercafés et les salles d'arcade étaient loin de là où Mathieu habitait. Ses amis venaient souvent lui rendre visite, parce qu'il avait la chance d'avoir une petite rivière non loin de son immeuble. Il y avait aussi une petite aire de jeu, et surtout, l'endroit qui attirait le plus les enfants, une espèce de grande déchetterie. C'était un terrain très vaste, où se trouvaient à perte de vue de vieilles voitures et des appareils électroniques empilés. Bien évidemment, sa mère le grondait à chaque fois qu'ils y allaient, parce qu'elle jugeait l'endroit dangereux, à raison, comme nous allons bientôt le découvrir. Un jour, un vendredi pour être précis, était un jour de vacances pour eux, parce que c'était l'anniversaire de l'école. Mathieu s'est levé tard ce jour-là, puis est parti rejoindre ses amis comme d'habitude. Mais une fois dehors, il s'est rendu compte que personne n'était là. Ellie, son ami qui vivait le plus loin de chez Mathieu, était le seul qui était chez lui. Puisque ses parents travaillaient ce jour-là, il s'ennuyait terriblement d'être tout seul. Il est donc immédiatement sorti lorsque Mathieu l'a appelé. Les deux sont partis se balader dans le quartier pour essayer de trouver d'autres de leurs amis, mais en vain. Ils ont fini par se résigner à aller jouer seuls dans l'aire de jeu, mais ils se sont très vite lassés. Ils ont décidé d'aller à la déchetterie pour s'amuser, malgré l'interdiction. La déchetterie était divisée en plusieurs sections. Mathieu et ses amis leur avaient donné à chacune un nom, en fonction de ce qu'elle contenait. Il y avait ainsi le coin à TV, le coin à frigo, le coin à voiture, etc. Ce jour-là, Mathieu et Ellie ont décidé qu'ils voulaient jouer dans le coin à frigo. Cette section, comme son nom l'indiquait, était remplie de réfrigérateurs jusqu'à une hauteur équivalent à 2 étages. Ils se sont mis à jouer à cache-cache, se cachant à l'intérieur des réfrigérateurs pour ne pas se faire prendre par les employés. Après un moment, Ellie a appelé Mathieu d'une voix excitée, lui disant qu'il avait trouvé quelque chose d'incroyable. C'était un énorme réfrigérateur argenté, de la taille d'un camion. C'était probablement un réfrigérateur industriel pour le stockage, mais pour les enfants, c'était quelque chose de limite extraterrestre. Après l'avoir examiné sous toutes les coutures pendant un long moment, Ellie a soudainement annoncé qu'il allait aller à l'intérieur pour voir comment c'était. Pas très rassuré, Mathieu a essayé de l'en dissuader, mais Ellie a refusé d'abandonner l'idée, insistant qu'il ne resterait pas plus de 10 minutes à l'intérieur.
Il a attendu un petit moment pour s'assurer que personne ne venait, puis il a pénétré à l'intérieur de l'énorme appareil, fermant la porte derrière lui. Mathieu ne voulait pas se faire prendre en train de jouer à cet endroit par les employés, qui le gronderaient certainement, mais il est quand même resté, observant le soleil se coucher lentement. Après quelques minutes, il a entendu Ellie lui demander d'ouvrir la porte. Il a eu un sentiment étrange en entendant cela, parce qu'il n'avait eu aucun mal à ouvrir la porte de lui-même un peu plus tôt. Mathieu s'est tout de même exécuté. Il a saisi la poignée à essayer d'ouvrir la porte. Il a tout de suite compris pourquoi Ellie lui avait demandé cela. La porte était bloquée. Elle s'était ouverte à peine quelques minutes auparavant, mais on aurait dit qu'une sorte de système de verrou s'était activé d'une manière ou d'une autre. Mathieu et Ellie ont tous les deux été submergés par la panique. Et sous le coup de l'émotion et de la peur, ils se sont mis à se disputer. Mathieu reprochait à Ellie de ne pas l'avoir écouté et d'être allé à l'intérieur malgré tout. Et Ellie essayait de se défendre, en disant à Mathieu qu'il n'aurait jamais pu prévoir ce qui s'était passé. En fin de compte, Mathieu lui a dit de s'accrocher et de patienter, le temps qu'il aille prévenir ses parents pour qu'ils le sortent de là. Ellie a accepté, lui disant de se dépêcher. Poussé par la panique, Mathieu a couru jusqu'à chez lui. Sa mère était là, en train de préparer le dîner. Mathieu a essayé de lui parler de la déchetterie, mais aucun mot ne parvenait à franchir ses lèvres. Il avait été tellement grondé et puni à chaque fois qu'il avait désobéi à ses parents. Il avait même été fouetté à chaque fois que sa mère l'avait surpris en train de jouer dans la déchetterie. C'était donc très effrayant pour lui d'avouer la vérité. Il a hésité pendant un très long moment, jusqu'à ce que son père rentre du travail. Il tenait un sac de rôtisserie à la main, contenant du poulet grillé. C'était une des nourritures préférées de Mathieu, et dès qu'il a vu le sac, Ellie est complètement sortie de ses pensées. Il s'est jeté sur la nourriture et l'a dévorée. Le lendemain matin, un samedi, il s'est levé et a vu que ses parents étaient en train de s'affairer à préparer quelque chose. Il a découvert qu'ils allaient faire un pique-nique dans la vallée avec sa tante. Et excité par cette sortie surprise, il a encore moins pensé à son ami, l'éjectant complètement de ses pensées. Une fois arrivé dans la vallée avec sa famille, il est immédiatement allé jouer dans l'eau, a mangé de la nourriture délicieuse tout au long de la journée et a finalement sombré dans le sommeil sur le chemin du retour. Le lendemain matin, il s'est de nouveau levé tard, a regardé la télé, puis a accompagné sa mère à l'église. Après le déjeuner, il est allé jouer avec ses amis, et quand il est rentré, il était fatigué comme d'habitude. Il s'est donc tout de suite écroulé et a dormi d'une traite jusqu'au lendemain. Le lundi matin, il est allé à l'école comme d'habitude, et en arrivant devant l'enceinte, il a vu que quelqu'un distribuait des papiers à l'entrée de l'école. C'était la mère d'Ellie. Ce n'est qu'à ce moment-là, donc 3 jours plus tard, qu'il s'est souvenu de l'existence de son ami, qu'il avait abandonné dans le réfrigérateur. Terrorisé par l'étendue de sa bêtise, il a immédiatement fait demi-tour et a couru à la déchetterie. Il n'avait jamais couru aussi vite de toute sa vie. Il avait l'impression de voler. En arrivant sur place, il a foncé vers le coin des frigos. Mais le réfrigérateur massif n'était plus là. Pour être plus précis, tous les réfrigérateurs de cette section avaient disparu, y compris le gros. Mathieu a désespérément fouillé toute la déchetterie, au cas où il se serait trompé. Mais il a bien dû se rendre à l'évidence que les réfrigérateurs avaient été débarrassés. Il a continué à chercher pendant un moment, avant de finalement abandonner et retourner à l'école. L'enseignant l'a évidemment grondé, puisque la classe avait démarré depuis longtemps. Mais Mathieu s'en fichait, et n'arrivait pas à penser à autre chose qu'à Ellie. Il se demandait ce qu'il devait faire, avouer l'horrible vérité ou non. Et si oui, à qui devait-il le dire? À la mère d'Ellie ou à la sienne? Il y a pensé toute la journée, au bord de la nausée, pour finalement arriver à la conclusion qu'il allait avoir bien trop de problèmes s'il avouait ce qui s'était passé. Il se disait qu'Ellie avait déjà disparu, et qu'il ne pouvait rien faire de plus pour lui. Il a donc pris la décision de ne rien dire à personne. Quelque temps plus tard, sa famille a déménagé, et Mathieu a dû changer d'école, ce qui l'a grandement soulagé. De ce qu'il avait entendu, Ellie n'avait jamais été retrouvée. Mathieu est désormais adulte, et il vient d'entamer ses études supérieures. Il retourne de temps en temps à son ancien quartier, et à chaque fois qu'il passe devant son ancienne école primaire, il voit la mère d'Ellie se tenant là. Il y avait toujours une photo de lui, avec la phrase « Je cherche mon enfant disparu ». Mathieu ressent toujours de la culpabilité, mais aussi une sorte de déni. Il refuse d'admettre l'étendue de ce qu'il a fait, mais il se demande tout de même ce qui est arrivé à son ami. Le frigo avait-il été détruit, avec Ellie toujours à l'intérieur, ou était-il toujours intact quelque part, avec le corps d'Ellie mort de faim et de soif dedans? Ou bien Ellie avait-il réussi à sortir, et s'était fait kidnapper? Personne ne le saura jamais. Je n'ai jamais vraiment eu de chance avec les hommes.
j'ai découvert à mes dépens que j'avais apparemment très mauvais goût quand il s'agissait de relations amoureuses. Après m'être séparée pour de bon avec le père de mes enfants, au bout de 5 ans de relation, j'étais prête et décidée à rester seule. 3 mois sont passés, pendant lesquels j'ai pris mes marques en tant que mère célibataire. Puis un jour, mon voisin est venu me voir pour me dire qu'un ami à lui, du nom de Steve, aurait bien aimé faire ma connaissance. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il me charme et se fasse une place dans ma vie. Les 6 premiers mois étaient magiques, mais ça n'a malheureusement pas duré. Il s'est mis à boire de plus en plus, et à chaque fois, il devenait de plus en plus agité. Il provoquait des bagarres avec des inconnus rencontrés dehors, et même certains de nos amis. Lentement mais sûrement, nos amis ont arrêté de venir nous rendre visite, parce qu'ils savaient très bien comment Steve était quand il avait bu. Mais même la perte de ses amis ne l'a pas empêché de boire. Seulement, c'était vers moi que toute sa colère était dirigée, puisqu'il n'avait personne d'autre. Il ne lui a fallu que 6 à 8 mois pour passer des insultes et des bousculades, à des coups et étranglements. Ça avait été très soudain pour moi, de constater que j'étais dans une relation abusive. Une fois, j'ai fui de chez moi par la fenêtre de la salle de bain, mais il m'a malgré tout retrouvée. Il avait battu presque à mort un de mes amis jusqu'à ce qu'il lui dise où je m'étais cachée. Dans un accès de rage induite par l'alcool, il m'a arraché tous mes vêtements en éclatant de rire, et en me mettant au défi d'essayer de m'enfuir toute nue. La dernière nuit de violence a été, de très loin, la pire. Avant que Steve se mette à boire ce soir-là, je lui ai dit que mon fils, âgé de 3 ans à ce moment-là, ne se sentait pas bien et que j'allais rester à son chevet jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mon plan était de passer la nuit avec mon fils pour ne pas subir la présence de Steve. Vers 2h30 du matin, j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Je suis restée allongée, complètement immobile, prétendant être endormie. Plusieurs secondes sont passées. J'ai retenu ma respiration en sentant des larmes se former au coin de mes yeux. Il n'a pas été dupe. Soudainement, j'ai senti sa main au sommet de ma tête. Il m'a attrapée par les cheveux et m'a arrachée du lit, pour me chuchoter à l'oreille. « Je sais que tu m'évites. » Une fois dans le salon, il m'a jetée au sol, puis m'a accusée d'essayer de le quitter, en exigeant de savoir pourquoi. Mais avant que je puisse répondre, il est arrivé de lui-même à la conclusion que c'était forcément à cause d'un autre homme. Il a juré en hurlant que s'il me surprenait avec un autre homme, il nous tuerait tous les deux sans la moindre hésitation. Il était clairement encore plus ivre que d'habitude. Il m'a donné des coups de pied et de poing pendant ce qui m'a semblé être une éternité. La peur au ventre, j'ai commencé à ramper vers la chambre de mon fils. Il m'a évidemment suivi, en me demandant où je pensais aller comme ça. Puis il s'est mis devant moi, s'est agenouillé et a dit « Tu vas rester ici, ou je te ferai très, très mal. » Il est ensuite allé s'asseoir sur le canapé, pour me regarder avec un plaisir sadique sangloter par terre. Une demi-heure est passée pendant laquelle je n'ai pas osé bouger, jusqu'à ce que je finisse par lever les yeux vers lui. Il s'était endormi sur le canapé. J'ai décidé que c'était le moment ou jamais de m'enfuir. J'ai attrapé le premier pull qui venait. Je suis allée chercher mon fils, puis je me suis lentement dirigée vers la porte. Brusquement, il s'est réveillé et m'a attrapé la jambe, en me demandant où j'allais. J'ai balbutié que j'allais dans la cuisine avec mon fils pour lui donner à boire. Il m'a cru et m'a répondu avec colère de me dépêcher. Dès que je suis entrée dans la cuisine, j'ai couru vers la porte d'entrée, sans même prendre la peine de mettre de pantalon ni de chaussures. J'ai porté mon fils dans mes bras jusqu'au commissariat, qui n'était heureusement qu'à quelques pâtés de maison de chez moi. En dehors des horaires de travail, le fonctionnement du commissariat était que vous alliez dans une pièce et appuyiez sur un bouton pour parler à quelqu'un dans un interphone. J'ai couru dans la pièce en question, je me suis adossée au mur et j'ai appuyé sur le bouton. Mes jambes ont cédé sous moi et j'ai lentement glissé au sol, tenant toujours mon fils et m'attendant à ce que Steve débarque d'une seconde à l'autre. Je me souviens avoir pensé qu'au moins, si je me faisais battre là, je serais filmée par les caméras de sécurité. J'ai entendu une voix dans le haut-parleur, me demandant en quoi il pouvait m'aider, mais je n'ai rien pu faire d'autre que pleurer. Aucun mot n'a réussi à franchir mes lèvres, et je ne savais même pas par quoi commencer. 2 agents de police sont sortis pour m'aider. La policière a pris mon fils et est allée lui donner quelque chose à manger. De mon côté, j'ai suivi le policier pour faire ma déclaration. Il m'a donné une couverture et m'a rassurée. Après un quart d'heure, j'ai entendu ce que je redoutais. C'était Steve qui criait mon nom, alors qu'il se faisait traîner dans le couloir par des policiers. J'ai retenu ma respiration, comme s'il savait dans quel piège j'étais. J'ai patienté environ une demi-heure après ma déclaration, jusqu'à ce que 2 policiers viennent me voir. Au début, je pensais qu'ils allaient me dire de rentrer chez moi et rassembler mes affaires pendant qu'ils retenaient Steve.
Au lieu de cela, ils m'ont posé davantage de questions sur ses accès de rage, et s'il y avait eu d'autres disputes avant celle-ci. Je leur ai de nouveau expliqué son problème d'alcool, et comment il était devenu de plus en plus violent avec le temps. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont montré une liste avec l'écriture de Steve, détaillant comment il découperait mon corps, et m'enterrerait dans un endroit où personne ne pourrait me trouver. Il avait aussi noté des dates potentielles, et celles qui étaient passées étaient rayées. Je n'arrivais pas à respirer en la lisant, et des larmes ont coulé sur mes joues. Je regardais le policier et je lui ai demandé ce que cela voulait dire. Il m'a répondu que ça voulait dire que j'ai eu de la chance. Steve a été inculpé pour tentative de meurtre, enlèvement et violence. Je suis retournée chez mes parents dans l'Arizona avant le procès, mais j'ai laissé une déclaration détaillée de ce qu'il m'avait fait. Steve a évidemment plaidé non coupable et n'a finalement été condamné qu'à 2 ans de prison. Juste avant que je ne parte dans l'Arizona, j'avais reçu une lettre de Steve. Elle disait « Ce n'est pas fini. Tu m'appartiens pour toujours. » Cette histoire date d'il y a quelques années, et elle s'est passée dans l'ancienne maison dans laquelle je vivais avec ma mère et ma grande sœur. Depuis mon plus jeune âge, j'ai commencé à croire aux fantômes et aux êtres paranormaux à cause de notre colocataire, que l'on appelait Hervé. Hervé n'était pas un être humain. Ce n'était pas un animal non plus. C'était une étrange entité, que vous ne pouviez pas voir. Je ne suis pas sûre de si c'était un fantôme ou un démon. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'était définitivement pas humain. Quand Hervé a commencé à apparaître, il paraissait inoffensif, parce que tout ce qu'il faisait était jouer des mauvais tours. Comme par exemple allumer et éteindre aléatoirement les lumières de la maison, ou encore claquer des portes. Le jour de mon 6e anniversaire, j'ai eu plein de cadeaux, dont un ballon gonflé à l'hélium avec une princesse dessus, offert par ma grand-mère. Il est resté dans un coin du salon pendant plusieurs jours, se dégonflant lentement. Il était presque complètement dégonflé, mais flottant toujours à une dizaine de centimètres du sol, lorsque Hervé s'est mis à le traîner partout dans la maison avec lui. Si Hervé allait dans la cave ou dans une des chambres, nous savions qu'il était là grâce au ballon qui trahissait sa présence. C'était le cas même quand il nous suivait ou nous observait. Bien sûr, nous étions tous plutôt effrayés au début, mais nous nous sommes finalement habitués à sa présence. Hervé n'a pas semblé apprécier cela, parce qu'il a commencé à agir différemment à partir de ce moment-là. Il s'est mis à faire des choses beaucoup plus effrayantes. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut, parce que j'avais l'impression que quelque chose de lourd m'écrasait la poitrine. Je n'arrivais pas à respirer, et quand j'ai ouvert les yeux pour voir ce qui se passait, j'ai vu qu'il y avait une silhouette sur moi. Ça ressemblait à un petit garçon. Il avait de grands yeux, plus grands que ceux d'un être humain. Malgré l'obscurité, je pouvais voir son sourire terrifiant, étiré d'une oreille à l'autre. J'ai soudainement réalisé qu'il tenait le ballon à hélium dans sa main droite, et j'ai senti mon cœur louper plusieurs battements à ce moment-là. C'était définitivement Hervé. J'ai essayé de crier aussi fort que je le pouvais, mais Hervé a mis ses mains autour de mon cou et a commencé à serrer, très fort. J'étais submergée par une peur tellement intense que je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée à nouveau, on était en plein milieu de la matinée, et ce fut la dernière fois que j'ai eu affaire à Hervé. Cette histoire est arrivée à Max et à Thomas. Ce sont 2 amis de longue date, âgés tous les 2 de 23 ans. Pour se changer les idées et s'éloigner de la ville, ils ont décidé d'aller faire du camping pendant 2 nuits, dans des montagnes situées dans l'État de New York. Les 2 amis étaient très à l'aise avec la nature. Ils avaient tous les 2 l'habitude de camper, chasser, pêcher, faire des randonnées et dormir à la belle étoile. Le jour J, ils ont fait du stop sur plusieurs kilomètres pour atteindre un petit lac, endroit où ils avaient prévu d'installer leur camp. Il y avait une petite plage secrète, que très peu de gens connaissaient, et ne s'attendaient donc pas à rencontrer du monde. La première nuit, vers 22h30, alors qu'ils étaient assis autour du feu, ils ont aperçu la lumière d'une lampe torche se déplacer le long de la rive, de l'autre côté du lac. C'était plutôt inhabituel dans les environs, mais sur le moment, ils n'y ont pas spécialement prêté attention. Mais plus le temps passait, et plus cette étrange lumière avançait sur la rive. Elle faisait le tour du lac, se rapprochant lentement mais sûrement de l'endroit où les 2 amis campaient. Ces derniers n'arrêtaient pas de se questionner sur l'origine de cette lumière, se demandant qui pouvait bien se balader dans les bois en plein milieu de la nuit. Ils ne voulaient pas avoir affaire à des invités indésirables. Donc, lorsqu'il est devenu clair que cette lumière se dirigeait droit vers leur campement, ils ont décidé d'aller se cacher dans les bois environnants, pour voir qui approchait sans être vus.
Max s'est armé d'une hachette, pendant que Thomas se munissait de son fusil de calibre 22. Ils ne pensaient pas vraiment qu'ils auraient des soucis, et voulaient encore moins en causer, mais ils ont quand même préféré assurer leurs arrières au cas où. Après quelques instants, le moment de vérité est enfin arrivé. La lumière de la lampe a rejoint celle de leur feu, et ils ont enfin pu voir qui était là. C'était un homme barbu, vers le milieu de la quarantaine. Ce qui le rendait terrifiant, c'était qu'il portait ce qui s'est avéré être un fusil à pompe. Pointant son arme droit devant lui, il s'est mis à faire le tour de leur campement à plusieurs reprises, puis s'est finalement dirigé vers leur tente. Après l'avoir fouillé pendant un petit moment, il en est sorti, et a hurlé à plein poumon. « Je sais que vous êtes là. Pourquoi vous ne sortez pas de votre cachette pour me dire bonjour, les amis ?» Max et Thomas sont restés parfaitement immobiles, invisibles sous l'arbre où ils se cachaient, à quelques mètres à peine du fou furieux. Sans prévenir, ce dernier s'est mis à tirer à l'aveugle dans les bois, près de l'endroit où se trouvaient les deux amis. Voyant qu'il n'avait rien touché, il s'est mis à balayer les environs avec sa lampe torche pour les repérer, pendant ce qui leur a semblé être une éternité. Puis il a pris le sac de Thomas, ainsi que quelques affaires qu'ils avaient mis à sécher près du feu, et les a jetées dans les flammes. Thomas, révolté, avait toujours son fusil braqué sur l'intrus. Il a demandé à Max en chuchotant s'il devait tirer, et Max lui a répondu qu'il en était hors de question, à moins qu'il ne les repère et qu'il ne pointe son propre fusil sur eux. Heureusement, la situation n'a pas dégénéré à ce point, car l'homme est parti quelques instants plus tard. Les deux amis ont attendu que la lumière de sa lampe atteigne l'autre côté du lac, puis ils ont couru jusqu'à leur campement, ont attrapé tout ce qu'ils pouvaient mettre dans le sac de Max, et sont partis de là en courant aussi vite que possible. Il était 2 ou 3 heures du matin à ce moment-là, et ils ont couru sans interruption le long de la piste de randonnée jusqu'à leur voiture. Le soleil avait commencé à se lever à ce stade. Ils ont donc décidé d'aller directement au poste de police pour signaler l'incident qui a failli leur coûter la vie. Ils se sont également adressés à des gardes forestiers, mais ils ne pouvaient rien faire dans l'immédiat. C'était il y a quelques mois, et ils n'ont toujours aucune nouvelle des autorités, ce qui ne les aide pas à surmonter cette expérience, qui a été l'une des plus terrifiantes de leur vie. Samantha Josephson, âgée de 21 ans au moment des faits, a grandi à Robbinsville, dans le New Jersey. Fille de Seymour et Marcy Josephson, elle a fait des études de sciences politiques à l'Université de la Caroline du Nord. Samantha a également fait des études à l'étranger, à Barcelone précisément, et avait prévu d'intégrer l'Université de Drexel, en droit, juste après l'obtention de son premier diplôme en 2019. Samantha était une fille au potentiel incroyable et pleine d'ambition. Elle était sur le point d'obtenir une bourse de mérite pour une école prestigieuse. Mais tous ses rêves ont connu une fin prématurée, après une seule erreur. Une erreur fatale. Le soir du 28 mars 2019, Samantha était sortie boire un verre avec des amis, dans un bar situé dans le centre-ville de la Colombie. Vers 2 heures du matin, ils ont décidé d'arrêter pour la nuit. Comme tout le monde l'aurait fait à sa place, Samantha a sorti son téléphone et a commandé un Uber. 9 minutes plus tard, les caméras de surveillance du bar où elle était ont montré une Chevrolet Impala noire s'arrêtant devant l'entrée. Samantha est sortie du bar en la voyant, est entrée dans le véhicule et a salué son chauffeur. L'homme au volant s'appelait Nathaniel Rowland. En voyant Samantha monter dans sa voiture, il n'a rien dit, même si en réalité, il n'attendait aucun passager. Vous voyez, la voiture dans laquelle Samantha était montée n'était pas son chauffeur Uber. C'était juste un véhicule vaguement similaire qu'elle, dans son état d'ivresse, avait confondu avec celui de son vrai chauffeur. On aurait pu penser que l'homme en question lui aurait dit de descendre de sa voiture, mais il n'a rien dit. Ce qu'il a fait en revanche, c'était activer tous les verrous de la voiture, piégeant Samantha à l'intérieur, puis a pris la route. On ne sait pas si Samantha s'est rendu compte de son erreur avant que l'homme n'arrête sa voiture, mais à un moment donné, il est arrivé dans un coin désert où il s'est garé, a sorti un couteau, et s'est jeté sur la jeune fille terrifiée pour l'attaquer sauvagement. Armé de son étrange couteau à 2 lames, l'homme a poignardé Samantha pas moins de 120 fois. La jeune fille a bien essayé de se protéger, mais elle était piégée dans la voiture, et l'homme, en plus d'être bien plus fort qu'elle, était armé. Après l'avoir poignardée partout où il pouvait l'atteindre, l'homme lui a donné un coup d'une violence inouïe, en la poignardant à la tête avec tellement de force que la lame a traversé son crâne pour arriver à son cerveau. Ce n'était cependant pas le coup fatal. Ce qui a achevé Samantha, c'était la lacération au niveau de sa carotide, une des artères majeures du corps. Au final, Samantha avait été poignardée au visage, dans le cou, les épaules, le torse, le dos, les poumons, les jambes et même les pieds.
et s'est vidé de son sang en 10 à 15 minutes. L'homme a ensuite jeté son corps dans un champ reculé, dans lequel il a été retrouvé par un groupe de chasseurs locaux. Le lendemain matin, les colocataires de Samantha ont été profondément inquiets lorsqu'ils ont découvert qu'elle n'était jamais rentrée chez elle cette nuit-là. Ils ont prévenu la police qui a immédiatement pris des mesures. Ils ont pu facilement retracer les derniers endroits où elle s'était trouvée, en commençant par le bar où elle était allée, puis la Chevrolet Impala noire dans laquelle elle était montée. Ils ont lancé des recherches pour retrouver la voiture en question, et peu de temps plus tard, des agents de police ont repéré Roland roulant sur une route des environs. Ils ont tenté de le stopper, mais Roland a sauté de sa voiture et a essayé de s'enfuir en courant, en vain. À l'intérieur de sa voiture, les policiers ont trouvé une bouteille de javel, des lingettes désinfectantes et du produit pour nettoyer les vitres. Mais l'élément le plus incriminant était sans aucun doute le téléphone de Samantha, que Roland a été suffisamment stupide pour garder. Il a immédiatement été arrêté et menotté. Au poste de police, il a été interrogé et des échantillons de tissus ont été prélevés sur lui. Les tissus prélevés sous ses ongles correspondaient à l'ADN de la pauvre Samantha, ce qui voulait dire que ce qu'il lui avait fait subir était suffisamment violent pour que des particules de sa peau s'attachent profondément sous ses ongles. Avec ces preuves irréfutables, Roland a été accusé de l'enlèvement et du meurtre de Samantha. Il s'est également avéré que Samantha n'était pas sa première victime d'enlèvement. Il aurait apparemment attaqué une autre femme, dans sa voiture à un feu rouge, en octobre 2018. L'attaque avait été extrêmement violente. Il avait battu la pauvre femme presque à mort, la menaçant de la tuer, avant de l'emmener devant un distributeur de billets et la forcer à vider son compte bancaire. En juillet 2021, il a été reconnu coupable d'enlèvement et de meurtre. Il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge de l'affaire a déclaré que le meurtre de Samantha Josephson était peut-être le meurtre le plus cruel et sans cœur qu'il ait jamais vu, et qui méritait la peine maximale sans aucune clémence. Avec son passé révélé, il est devenu facile de comprendre pourquoi Roland n'a pas hésité une seconde à faire ce qu'il avait fait à Samantha, alors que c'était une inconnue qui était montée dans sa voiture par erreur et sans aucune préméditation. La grande majorité des gens auraient, d'une manière plus ou moins courtoise, dit à Samantha de partir. Roland, lui, n'a eu comme première pensée que de la violence et de la rage. Samantha Josephson a fait une simple petite erreur. Erreur que Nathaniel Roland lui a fait payer avec sa vie. Cette histoire nous vient de Joseph, et lui est arrivée quand il était âgé de 14 ans. Ce qu'il a vécu était sans aucun doute l'expérience la plus traumatisante de toute sa vie. Il était dans le parc de son quartier, en train de jouer au ballon avec ses amis, que nous allons appeler Nikita, Ivan et Vlad. Après un moment, Vlad a dû rentrer chez lui parce qu'il devait faire ses devoirs. Il est donc parti. Quelques heures plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, Nikita est parti à son tour, avec tous les autres enfants se trouvant dans le parc à ce moment-là. Joseph et Ivan, quant à eux, ont décidé de rester tard et de s'amuser encore quelques heures. Ils ont perdu la notion du temps et n'ont arrêté qu'aux environs de 23 heures. Il faisait nuit noire à ce moment-là, et c'est ce qui les a décidés à enfin s'arrêter et rentrer chez eux, pour retrouver leurs parents qui devaient être morts d'inquiétude. Ils étaient sur le point de quitter le parc, lorsqu'un garçon, d'environ leur âge ou un peu plus vieux, les a stoppés. Il portait un manteau noir, des bottes noires et une sorte de cagoule. Il s'est présenté en tant que Draven et leur a demandé s'ils voulaient jouer avec lui. Il était vraiment très tard, et Joseph ne se sentait pas particulièrement à l'aise à l'idée d'interagir avec lui, à la fois à cause de son accoutrement, mais aussi à cause de l'étrangeté de la situation. Il était sur le point de refuser poliment et juste continuer à marcher, lorsque Ivan, qui était un gamin irresponsable et souvent immature, n'a senti aucun danger et a interrompu Joseph, lui disant que ce garçon semblait cool et que ça ne ferait pas de mal s'il restait 1 heure supplémentaire pour jouer avec lui. Il insistait lourdement, refusant de lâcher l'affaire, et Joseph a fini par céder et accepter de rester jusqu'à minuit, à contre-cœur. Ils ont commencé à jouer au foot, et il s'est avéré que Draven était un footballeur très doué. Les deux amis ont également appris que Draven était élève dans une école du quartier, que ses hobbies étaient le foot et les jeux vidéo, et surtout, se faufiler hors de chez lui la nuit, habillé avec ses étranges vêtements sombres, pour ne pas se faire repérer. Il semblait très poli et amical, et même Joseph, qui était pourtant très méfiant au début, s'est retrouvé à beaucoup l'apprécier. Ivan, quant à lui, était en adoration totale devant Draven. Ils ont continué à jouer jusqu'à minuit, et comme prévu, ils se sont préparés à partir. Draven leur a offert des bonbons, et Ivan en a pris quelques-uns,
et les a dégustés sans hésitation. La méfiance de Joseph est revenue. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans ces bonbons après tout. Puis il s'est souvenu que Draven était un garçon tout ce qu'il y avait de plus ordinaire, et poli qui plus est. Donc il a décidé d'arrêter de se prendre la tête et d'accepter les bonbons. Il en a mangé un, et le goût lui a paru un peu particulier, mais il a continué à le faire fondre sur sa langue. Et petit à petit, il s'est mis à trouver le goût incroyable, tellement qu'il en voulait plus, et Ivan aussi. Draven leur a dit qu'il avait des centaines de ces bonbons chez lui, et qu'il avait aussi plein de bonnes choses à manger. Des pizzas, des chips, des gâteaux, du chocolat, et toutes sortes de boissons différentes. S'il l'accompagnait chez lui, il pourrait avoir tout ça, et bien plus encore. Joseph et Ivan, incapables de contrôler leur appétit, ont accepté de rentrer avec lui. Draven leur a dit de le suivre, et les a menés à travers le parc dans la forêt sombre. Ils ont marché pendant plus d'1 heure dans les bois, avant d'enfin arriver devant une maison. Elle était dans un piteux état et semblait abandonnée. Il y avait une camionnette noire garée juste devant. Joseph et Ivan ne pensaient à rien d'autre qu'aux bonbons. Ils ont donc couru jusqu'à la porte d'entrée. En arrivant devant, le regard de Joseph est tombé sur la fenêtre près de la porte. Et derrière la vitre, il a vu qu'il y avait 4 hommes à l'intérieur. L'un d'eux était chauve, mais semblait jeune, dans les 25 ans. Il était très grand et extrêmement bien bâti. Un autre semblait plus jeune encore, probablement dans la vingtaine. Il faisait la même taille que le premier, mais était beaucoup plus mince, avec de longs cheveux bruns emmêlés. Le 3e homme était plus âgé. Il devait avoir au moins 30 ans. Il portait des lunettes, était beaucoup plus petit et maigre comparé aux 2 autres. Enfin, le dernier homme, qui était bizarrement habillé en costume, et était de grande taille aussi. Joseph avait analysé tout ça en un éclair. Il a également remarqué que chacun d'eux tenait une arme différente. Ils avaient chacun une hache, un couteau de boucher, un pistolet et des menottes, et même un fusil. Leur air menaçant et leur attirail ont profondément effrayé Joseph, qui a essayé de faire comprendre à Ivan que quelque chose n'allait pas. Mais ce dernier, obnubilé par les bonbons, ne pensait à rien d'autre et n'avait rien remarqué. Draven, en revanche, avait vu que Joseph s'était rendu compte du piège, et il a souri largement. Les hommes à l'intérieur ont souri aussi. Sans plus réfléchir, Joseph a pris ses jambes à son cou. Il est passé devant Draven en courant, et s'est enfoncé dans la forêt à toute vitesse. Après ce qui lui a semblé être une éternité, il a enfin quitté la forêt, et s'est retrouvé dans le parc vide. Il a continué à travers le parc dans la nuit noire, jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a repensé à Ivan, et il a commencé à se sentir coupable de l'avoir abandonné aux mains de ces hommes louches. Lorsqu'il est arrivé devant sa maison, il a frappé à la porte, et après un long moment d'attente stressante, son père lui a ouvert. Il s'est jeté dans ses bras et l'a serré fort contre lui. Le reste de sa famille, y compris ses animaux de compagnie, se sont précipités derrière lui. Joseph a éclaté en sanglots, à la fois de peur et d'inquiétude pour Ivan. Ses parents ont dit à ses frères et sœurs d'aller se recoucher, et ont préparé à Joseph un dîner pour reprendre ses esprits. Il s'est excusé et leur a expliqué ce qui s'était passé, comment il avait accompagné Draven chez lui, et comment il s'était enfui quand il a vu les hommes armés à l'intérieur. Ses parents ont été très compréhensifs. Ils l'ont réconforté et l'ont envoyé au lit. Le jour suivant, ils ont appelé les parents d'Ivan, qui leur ont dit que leur fils n'était pas rentré de la nuit. Ils ont immédiatement prévenu la police. Un groupe de recherche a été formé, composé de plusieurs policiers, ainsi que des proches d'Ivan, à savoir sa famille, ses amis et les parents de ces derniers. Ensemble, ils ont traversé le parc, puis la forêt, et sont arrivés devant la maison de Draven. Joseph se sentait en sécurité avec tous ces gens autour. Les policiers ont fouillé la maison délabrée, mais n'ont rien trouvé d'autre que des rats et des araignées. La maison était clairement désertée. Les policiers leur ont dit que cette maison était vacante depuis des années, et que son dernier propriétaire en date était mort il y a près de 100 ans. Ils ont également dit qu'ils allaient lancer une enquête pour retrouver Ivan. Ils étaient sur le point de partir, lorsque le chien de Joseph s'est arrêté. Il avait repéré un bout de tissu à l'extérieur de la maison, et le reniflait frénétiquement. Les policiers avaient également remarqué que le chien s'était arrêté, et ont dit que le bout de tissu était probablement un indice. Ils ont demandé la permission de garder le chien pendant un petit moment, et le reste du groupe est rentré chez lui. Plus tard, les policiers sont revenus les voir avec leur chien. Ils ont dit qu'ils les avaient menés à plusieurs kilomètres de la maison abandonnée. Ils ont fouillé cet endroit, et ont découvert du sang sur les murs. Après des recherches plus poussées, ils ont fini par trouver plus de 20 cadavres sur les lieux. Ils ont supposé qu'après la fuite de Joseph, Ivan avait été attiré à l'intérieur de la maison abandonnée, où il a été battu avant d'être traîné dans une camionnette et emmené dans cette base. Selon l'état du corps, il aurait été torturé avant d'être brutalement assassiné, et son corps avait servi de cachette pour des drogues. Joseph n'arrivait pas à y croire. La culpabilité l'a envahi à nouveau,
et il n'a pas réussi à s'arrêter de pleurer. Il a souffert de problèmes mentaux par la suite, et il a dû être suivi dans une clinique psychiatrique. Aujourd'hui, il va un peu mieux, mais il sait qu'il ne se débarrassera jamais de la culpabilité de ne pas avoir sauvé son ami. Je m'appelle Flora, et je vais vous raconter une histoire à propos d'un événement qui m'est arrivé il y a 2 ans, et qui m'a marqué à vie. J'étais encore lycéenne, en terminale. Tout se passait pour le mieux, je ne pouvais pas demander plus. J'avais de bonnes notes, je m'entendais bien avec mes camarades, et nous traînions souvent tous ensemble. Enfin, tous, à l'exception de ce garçon, qui restait toujours dans son coin. Il passait tout son temps à dessiner en silence sur son siège, tout à l'arrière de la classe. Tout le monde prenait son comportement pour de la timidité, et généralement, tout le monde préférait le laisser tranquille. En fait, j'étais l'une des rares qui essayait de le pousser un peu à sortir de sa coquille, mais il m'ignorait royalement à chaque fois que je lui adressais la parole. J'ai fini par abandonner l'idée de le sortir de sa forteresse de solitude, me disant qu'il préférait probablement sa propre compagnie. Puis un jour, je suis tombée sur lui dans les couloirs. Il était assis dans un coin, avec son éternel carnet à croquis. En le voyant, j'ai décidé d'essayer une ultime fois de lui parler. Je me suis approchée et je lui ai gentiment demandé ce qu'il dessinait. Comme d'habitude, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a même pas montré un seul signe indiquant qu'il avait remarqué ma présence. Il a juste continué à dessiner avec une expression indéchiffrable sur son visage, calme et sans émotion. Après un petit moment toujours sans réponse, j'ai fini par le laisser tranquille. Quelques jours plus tard, en rentrant chez moi, je l'ai repéré dans la station de métro. La station était plutôt déserte. Il n'y avait que 3 personnes sur le quai. Moi, un homme dans la quarantaine assis les jambes croisées sur un banc, avec une petite mallette, et mon mystérieux camarade de classe, portant un grand sac de sport. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne même pas essayer de lui parler. Je n'avais pas envie de me faire ignorer à nouveau. Quand le métro est arrivé, nous sommes tous montés dans la même rame. Ce qui m'a aussitôt frappé, c'était la puanteur insoutenable qui flottait dans l'air. Ce n'était pas une odeur de sueur, mais plutôt une odeur de viande en décomposition. Une odeur que je n'oublierai jamais. L'expression de l'homme plus âgé indiquait de la surprise, suivie presque aussitôt par du dégoût. J'en ai conclu que ça ne venait pas de lui. Ça voulait dire que la source était mon camarade de classe, ou plutôt son sac de sport. Je voulais m'éloigner pour mettre de la distance entre moi et son sac nauséabond. Mais au moment où j'allais bouger, l'homme a dit quelque chose qui m'a fait stopper net. « Jeune homme, il y a quelque chose qui coule de ton sac. » J'ai baissé les yeux vers le sac, et en effet, de petites gouttes rouges s'accumulaient au fond avant de tomber au sol, créant petit à petit une flaque à ses pieds. J'ai senti une sueur glacée me recouvrir le corps. Je ne savais pas du tout comment réagir. Mon camarade de classe est resté silencieux, nous ignorant tous les deux comme à son habitude. L'homme n'a pas insisté, et plus personne dans la rame n'a prononcé un mot, jusqu'à ce qu'un contrôleur nous rejoigne pour vérifier nos tickets. Il a aussi remarqué le rouge sous le sac, et a immédiatement sermonné mon camarade, en lui rappelant que la nourriture était interdite dans le métro. Il lui a également dit qu'il allait devoir ouvrir son sac, pour qu'il puisse vérifier la légalité de son contenu. Mon camarade a hésité, puis a lentement commencé à ouvrir la poche avant du sac. Avant que qui que ce soit d'entre nous puisse réagir, il a sorti un grand couteau de cuisine et l'a pointé dans notre direction, toujours sans dire un mot. Heureusement pour moi, le contrôleur et l'autre passager ont réussi à le désarmer et à le maîtriser rapidement. Ils m'ont demandé d'appeler la police et de prévenir le conducteur, ce que je me suis empressée de faire. 10 ou 15 minutes plus tard, la police est arrivée à la station suivante, où nous étions tous en train d'attendre. Ils ont pris ma déclaration, puis ont ouvert le fameux sac nauséabond. Il y avait 2 mains humaines à l'intérieur, couvertes de sang. Le spectacle était horrible, et cette image est toujours gravée dans ma mémoire à ce jour. Plus tard, j'ai appris que mon camarade de classe avait de gros problèmes psychologiques, et qu'il avait continuellement dessiné des mains dans son carnet de croquis. Je suis toujours en thérapie, pour me remettre des séquelles psychologiques de ce qui s'était passé, mais je n'y suis toujours pas arrivée. Je n'arrête pas de penser que j'aurais pu perdre mes mains, ou pire encore, tout ce que je voulais, c'était tout oublier. Cette histoire nous vient de Vincent, et lui est arrivé un soir où il était avec son ami Dave, en train de se promener dans un parc près de chez lui. Alors qu'il marchait, il a soudainement entendu une voix derrière eux. « Ne regarde pas derrière toi, ne regarde pas derrière toi. Si tu regardes derrière toi... » Vincent, surpris, s'est arrêté.
Il n'y a eu que du silence pendant quelques secondes, puis soudainement, il a entendu un bruit de déchirure, puis un grognement de douleur. Il ne pouvait pas dire si ce grognement était humain ou animal. Saisi de peur, il a serré les dents pour contrôler sa curiosité instinctive et s'empêcher de regarder derrière lui. Il a cependant jeté un coup d'œil à son ami Dave, qui, lui, semblait ne pas avoir réussi à résister à la tentation. Il pensait que quelqu'un se payait leur tête, et en souriant, il a regardé tout autour de lui. Il n'a cependant rien pu voir, parce qu'il faisait déjà noir. Dave pensait que ce n'était rien de grave, mais au même moment, ils ont entendu quelqu'un crier « Si tu regardes derrière toi, tu vas mourir ». Quelque chose a volé, et s'est violemment planté dans le corps de Dave. Il est tombé au sol en gémissant, et c'est là qu'ils ont pu voir que c'était un couteau, profondément planté dans sa jambe. Vincent le regardait, blanc comme un linge, sans savoir quoi faire. Dave lui a crié de ne pas regarder derrière lui et de courir. Vincent a attrapé le bras de son ami, et s'est enfui en courant comme jamais. Il a entendu quelque chose derrière eux les pourchasser, mais il refusait de se retourner pour voir ce que c'était. La voix a continué à crier derrière eux. « Donne-le-moi, je meurs de faim !» Vincent a enfin eu le courage de jeter un coup d'œil derrière lui, et il a aperçu un homme en train de rire, avec une bouche ensanglantée. Il courait derrière eux comme un fou, tenant un autre couteau à la main. Dave, qui boitait de plus en plus, a été obligé de ralentir, et le fou furieux les a rattrapés. Il a saisi la jambe de Dave, et a essayé de couper sa chair avec son couteau, comme s'il coupait un steak. Vincent lui a donné un coup de pied, aussi fort qu'il le pouvait, et a réussi à le repousser. Ils ont fui de justesse, et sont parvenus à reprendre de l'avance et à s'éloigner de cet homme dérangé. Ils se sont cachés dans le premier endroit qu'ils ont pu trouver, et ont immédiatement appelé la police. Ils n'ont pas tardé à entendre les sirènes approcher. Vincent a examiné Dave pour juger son état, et il a découvert que sa jambe était déchiquetée. Quand il lui a demandé ce qui s'était passé exactement, Dave a répondu qu'au moment où il avait regardé derrière lui, il avait vu un sans-abri en train de dévorer quelque chose qui paraissait vivant, parce que ça bougeait. Dès que leurs regards se sont croisés, il l'a visé avec le couteau qu'il tenait. Les policiers ont pu retrouver l'homme et l'ont arrêté sur le champ. Ils ont également trouvé un autre homme, toujours vivant, dont la chair avait été arrachée de ses os. Il avait été dévoré vivant. Il était dans un état critique et a succombé à ses blessures sur le chemin de l'hôpital. C'était quelqu'un qui rentrait d'une soirée. Il était alcoolisé et aurait apparemment perdu connaissance en rentrant chez lui. Le sans-abri cannibale l'avait trouvé et l'avait dévoré vivant. Vincent n'oubliera jamais le visage pâle de Dave, tordu de terreur, ainsi que de l'état de sa jambe. Il n'arrête pas de se dire que s'ils n'avaient pas réussi à s'enfuir, ils auraient connu l'une des pires tortures possibles. Pensez-vous qu'un souhait puisse devenir réalité, si on le désire suffisamment fort? Au début, je n'y croyais pas du tout. Les souhaits, pour moi, ce n'était qu'un ramassis d'âneries. Mes souhaits ne s'étaient jamais réalisés, peu importe à quel point je voulais qu'ils se réalisent. Mais maintenant, j'y crois très fort. Et vous y croirez aussi si vous écoutez l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Il y avait un homme que j'aimais plus que tout au monde. Je le voulais depuis si longtemps. Je l'observais toujours à distance. Et pas une fois il ne m'a accordé ne serait-ce qu'un pauvre regard dans ma direction. Pour être honnête, il avait une petite amie, et il ne m'appréciait pas. Mais malgré tout, je voulais ne faire qu'un avec lui. Donc j'ai prié, chaque jour, désespérément, pour qu'il soit mien un jour. Caché près de sa maison, je l'observais chaque nuit. J'avais l'impression d'être avec lui quand je regardais à travers sa fenêtre. J'essayais de partager des moments intimes avec lui, comme le regarder manger, dormir, rire, parler, ou même juste se balader. Ces moments m'apportaient un peu de bonheur, mais je n'arrivais pas à l'avoir. Peu importe à quel point j'essayais, il n'en avait littéralement rien à faire de moi. J'ai prié comme une folle, jour et nuit, pour qu'il puisse m'appartenir. Mais c'était futile. Peu importe à quel point je priais, suppliais, rien n'a changé. J'ai fini par maudire Dieu d'ignorer autant mes suppliques. Et j'ai vécu dans un état de frustration constante, me disant que j'étais condamnée à vivre une vie vide de sens pour toujours. Puis, un jour, j'ai eu une idée soudaine. C'était ça! L'homme de mes désirs allait enfin être mien. J'ai décidé de mettre mon plan en action. Une nuit, tard, je me suis introduite chez lui. Et je l'ai frappé à la tête de toutes mes forces avec une lourde poêle. Il est passé du sommeil à l'inconscience. Et de cette manière, je pouvais m'allonger près de lui sans qu'il le sache et sans qu'il me repousse. Je pouvais sentir son odeur,
entendre ses battements de cœur et le son de sa respiration paisible. Je pouvais sentir sa présence de manière tellement vivide. Allongée là, profitant de lui, c'était le moment où mon rêve s'est réalisé. Je savais que j'avais fait quelque chose de mal, mais je n'arrivais pas à me sentir coupable, parce que c'était la seule chose que j'ai toujours voulu de toute ma vie. Et l'homme que je voulais si profondément était là, juste à côté de moi. Il avait peut-être subi de graves dégâts au cerveau à cause de l'impact. Peut-être qu'il serait handicapé, mentalement ou physiquement. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, tant qu'il restait à mes côtés. Mon rêve s'est réalisé. Je comprends maintenant ce que tant de personnes répètent sans arrêt. Si on désire quelque chose suffisamment fort, on peut l'avoir. Rien n'est impossible. Maintenant, je peux mourir sans aucun regret, parce qu'il est enfin à moi. Cependant, ma satisfaction a été de courte durée, lorsque j'ai réalisé que le prix à payer pour ce moment serait ma vie. Je savais que la police allait tôt ou tard venir me chercher, et je ne voulais pas quitter ses côtés, plus jamais. Je vais m'allonger près de lui, attacher une corde autour de son cou, et du mien, et la tirer. Je vais juste dormir avec lui, pour toujours. Nathan ne vit pas avec sa famille. Il habite actuellement dans une maison qu'il avait louée, qui se situe à moins d'1 kilomètre de la maison familiale. Sa mère et son frère vivaient dans un lotissement, et son père travaillait actuellement à l'étranger. Son frère, Rick, avait un trouble mental qui pouvait parfois lui donner un comportement imprévisible. Il est toujours au lycée, ce qui complique davantage les choses. L'année dernière, lorsque la famille de Nathan a emménagé dans leur nouvelle maison, sa mère a commencé à faire l'expérience de choses paranormales. Juste avant l'emménagement, elle avait décidé d'aller faire un grand ménage dans la maison, avec 2 de ses amis. Alors qu'ils étaient en train de nettoyer, ils avaient trouvé des autocollants en forme de triangle rouge, très étranges, au-dessus de chaque porte. Au début, ils avaient ri de l'étrangeté de la chose, mais très vite, sa mère avait suspecté que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'ils avaient enlevé ces autocollants, elle avait immédiatement eu ce sentiment inexplicable qu'ils étaient en train de faire une grosse erreur. Les ventilateurs au plafond s'étaient mis à s'allumer et à s'éteindre par eux-mêmes. Un des amis de la mère, qui était un peintre expérimenté, avait été laissé seul pour repeindre les murs, pendant qu'elle allait chercher à manger pour tout le monde. Lorsqu'elle était revenue, elle avait frappé à la porte, mais elle n'avait eu aucune réponse. Elle lui avait ensuite envoyé un SMS pour le prévenir qu'elle était rentrée. C'est à ce moment-là qu'elle a reçu une réponse étrange, disant « Attends ». La mère avait été choquée par l'impolitesse du message, en plus de la faire attendre chez elle. Mais elle s'était dit qu'il devait probablement être aux toilettes ou quelque chose comme ça. Après quelques minutes, elle avait de nouveau frappé à la porte, et cette fois-ci, il avait enfin ouvert. À la fin de la journée, au moment de partir, elle avait demandé à son ami s'il ne l'avait pas entendu frapper à la porte, et avait aussi mentionné le message un peu sec qu'elle avait reçu. Son ami a insisté qu'il ne lui avait jamais envoyé de message, parce qu'il avait mis de la musique à fond sur son téléphone. Sa réponse avait donné à la mère des frissons dans le dos. La suite des phénomènes étranges s'est produite juste après la fin des travaux dans la maison. La mère, accompagnée d'un de ses collègues, sont arrivés à la maison. Mais de manière inexplicable, ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte. Ils ont tous les deux poussé la porte aussi fort qu'ils le pouvaient, quand soudainement, ils ont entendu 3 coups distincts de l'autre côté. Ils ont fini par forcer la porte, et une fois à l'intérieur, ils ont fouillé toute la maison, mais il n'y avait personne. Après quelque temps, elle a découvert de quelques-uns de ses voisins que la famille qui vivait là avant eux n'était pas restée longtemps, à cause d'une série d'incidents bizarres et inexplicables. Après que la mère et le frère de Nathan ont emménagé, les phénomènes surnaturels se sont multipliés. Il y a eu de multiples tentatives de gérer les esprits et les entités de la maison, y compris inviter des pasteurs locaux pour qu'ils puissent bénir la maison, sans succès. Nathan est très inquiet pour son frère, qui est déjà instable et n'a pas besoin de ça. Peu importe la nature de la chose qui réside dans cette maison, elle a manifesté un intérêt particulier pour Rick. Il entend souvent quelqu'un l'appeler par son prénom, lui disant d'approcher. Ces phénomènes sont un problème qui est actuellement toujours en cours. Il y a eu plein d'autres incidents, et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Les objets de la maison étaient déplacés, les robinets s'ouvraient d'eux-mêmes, les lumières vacillaient perpétuellement, des coups se faisaient entendre au plafond et contre les portes,
et des marques de griffures étaient apparues sur les murs. La mère de Nathan avait atteint sa limite et prévoit de déménager de cette maison de l'horreur aussi vite que possible. Nathan espère juste que ce n'était pas trop tard et que leur départ ne va pas déclencher une réaction de la créature qui arrêterait de jouer avec eux et passerait véritablement à l'action. Quand Elias avait 13 ans, son père et sa mère lui ont enfin donné l'autorisation d'aller collecter des bonbons dans le quartier par lui-même, sans supervision. Même après toutes ces années, il se souvient encore de l'excitation qu'il avait ressentie lorsqu'on l'a autorisé à sortir seul pour la première fois. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que ce serait sa première et dernière sortie d'Halloween seul. Vers 17h30, Elias et quelques-uns de ses amis du collège se sont rejoints dans le quartier et ont commencé à marcher de maison en maison pour ramasser des bonbons. Mais ils se sont très vite heurtés à un problème. Certaines des maisons les plus riches, celles avec les décorations les plus flippantes, étaient tellement envahies d'enfants que certaines avaient littéralement une file d'attente devant leur porte d'entrée. Ne voulant pas faire la queue pour avoir des bonbons, Elias et ses amis se sont dit qu'ils allaient être plus intelligents que les autres et allaient frapper aux portes des maisons les moins fréquentées. Mais ce n'était pas vraiment une idée intelligente, parce que les maisons sans décoration envoyaient souvent les enfants promener, et la plupart n'ouvraient même pas. Bref, ils sont quand même allés frapper à la porte d'une maison déserte. Après quelques instants, un garçon d'environ leur âge leur a ouvert. Ils ne l'ont pas reconnu, parce qu'ils ne l'avaient jamais vu à l'école, ni dans le quartier. Le groupe d'amis était un peu confus, mais ils ont finalement demandé des bonbons. Le garçon leur a alors violemment claqué la porte au nez, sans même répondre. Certains amis d'Elias ont commencé à s'en aller, mais l'un d'eux, Liam, a refusé de s'avouer vaincu. Il a pris une grande inspiration et a de nouveau frappé à la porte très fort. Le même garçon leur a de nouveau ouvert, et Liam lui a immédiatement lancé des bonbons ou un sort, avant de lui faire une grimace pour se moquer ouvertement de lui. Le garçon a alors explosé de colère. Il leur a hurlé que s'il frappait de nouveau à la porte de chez lui, il allait tous les tuer, avant de leur claquer la porte au nez à nouveau. La plupart des amis ont dit à Liam de juste laisser tomber et de s'en aller. Mais Liam avait été vraiment piqué et refusait de s'en aller. Il a appuyé sur le bouton de la sonnette et ne l'a plus lâché. La sonnette de la porte a retenti en continu, leur vrillant les oreilles. Mais malgré ce son strident, ils sont parvenus à entendre l'adolescent de l'autre côté de la porte courir de toutes ses forces vers eux. Seulement cette fois, lorsqu'il a ouvert, il tenait un énorme couteau à la main qui dégageait quelque chose de sinistre. On aurait dit une dague de rituel, mais qui faisait au moins la taille de son avant-bras. Dès que les amis ont vu qu'il était armé, ils se sont enfuis à toutes jambes à travers le jardin, puis dans la rue. Mais à leur grande horreur, l'adolescent s'est lancé à leur poursuite. Ils ont réussi à maintenir une certaine distance entre eux, la peur faisant décupler leur vitesse. Heureusement pour eux, le garçon n'était pas très rapide. Mais malgré cela, il ne fallait pas oublier qu'ils étaient en costume inconfortable. Ils pouvaient donc trébucher, tomber, ou même juste ralentir suffisamment pour que les garçons fous furieux les rattrapent. Mais le pire dans cette situation était ce qui avait suivi. Les amis ont vu une femme en train de sortir ses poubelles, et ils ont couru vers elle pour lui demander de l'aide. Au début, elle les a juste regardés comme s'ils lui faisaient une blague. Puis quand elle a vu le couteau, elle a juste fait demi-tour pour rentrer chez elle en courant, les laissant là. Pour Elias, c'était vraiment le pire moment, de penser que personne n'allait les aider. Mais en levant les yeux, il a vu que le plus rapide d'entre eux se dirigeait vers une des maisons sur un côté de la rue où il courait. Il a suivi le mouvement, et quand il s'est davantage approché, il a réalisé qu'il se dirigeait vers un garage ouvert. Le groupe a réussi à s'y faufiler et à refermer la porte manuelle derrière eux, juste à temps pour bloquer le passage aux fous furieux. Encore plus enragé, ce dernier s'est mis à donner des coups de pied à la porte du garage. Le bruit a attiré le propriétaire de la maison, et surpris de les voir, il leur a demandé ce qu'il faisait chez lui. Ils lui ont rapidement expliqué la situation, et l'homme est aussitôt allé appeler la police. Les enfants sont restés dans le garage, tremblant de peur, terrorisés à l'idée que le garçon qui les pourchassait allait réussir à s'introduire dans la maison d'une manière ou d'une autre. Le propriétaire est revenu quelques instants plus tard. Il tenait son portable dans une main et une arme à feu dans l'autre. Ce n'est qu'à ce moment-là que les enfants se sont enfin sentis en sécurité. Aucun d'entre eux n'était fan d'armes à feu pourtant, mais sur le moment, ils se sont dit que c'était la seule chose qui pourrait les protéger de ce garçon dérangé. S'ils réussissaient à entrer d'une quelconque manière, la vue du pistolet le stopperait forcément. Cette idée les a calmés, et après une courte attente, la police est arrivée sur les lieux.
ce qui voulait dire que le groupe d'amis a eu le plaisir de voir ce fou furieux se faire arrêter par les policiers. C'est une histoire triste dans un sens, parce qu'ils ont entendu dire par la suite que le garçon était négligé par ses parents et qu'il souffrait de multiples troubles mentaux. Ses parents l'abandonnaient dans leur maison pendant des semaines, parce qu'il voyageait beaucoup pour leur travail. Un peu comme si Kevin de Maman j'ai raté l'avion avait perdu la tête. Elias avait de l'empathie pour le garçon, mais il se disait aussi qu'avec ses bêtises, il avait eu de la chance de ne pas se faire tirer dessus, que ce soit par la police ou par le propriétaire de la maison. Le groupe d'amis garde quand même de la rancœur vis-à-vis de ce garçon, parce qu'à cause de lui, ils n'ont plus eu le droit de sortir seuls pendant plusieurs années. Cette histoire s'est passée en plein pendant le pic de la pandémie, en 2020. Ben a toujours été un peu en surpoids, et selon ses propres mots, fainéant. Puisqu'il n'y avait personne dans les rues, Ben a décidé de reprendre un peu d'activité physique, en marchant dans son quartier. Son quartier faisait une boucle, et pour faire le tour, ça constituait près de 2 km de marche, ce qui était plutôt bien pour un début. Les seules personnes qu'il a vu faire ça étaient un gentil couple qui se promenait à peu près à la même heure que lui. Ils s'arrêtaient souvent en se croisant, et discutaient un peu de tout et de rien. Ces échanges lui faisaient beaucoup de bien en cette période compliquée, et il s'est même surpris à avoir hâte d'aller marcher juste pour les croiser et leur parler. Mais un jour, ils ont tout bonnement disparu. Ben ne les voyait plus du tout dehors, et le gazon à l'extérieur de leur maison avait poussé et n'était plus entretenu. Même des parties de leur maison semblaient endommagées faute d'entretien. La curiosité a fini par avoir raison de Ben, et il s'est mis à frapper à leur porte à chaque fois qu'il passait devant chez eux. Mais il n'a jamais eu de réponse. Le jour de l'incident de cette histoire, Ben avait été trop occupé de la journée et avait manqué sa balade quotidienne. Pour se rattraper, il a décidé d'aller marcher le soir. Il a pris une lampe torche et s'est mis en route. Il a fini par passer devant la maison du couple comme à son habitude. Et c'est là qu'il a remarqué que leur porte d'entrée était ouverte. Curieux comme il l'était, il a marché le long de l'allée, puis s'est arrêté devant la porte. En criant pour qu'il puisse l'entendre, il a demandé si quelqu'un était là, mais aucune réponse. Tout était silencieux. Mais alors qu'il se tenait là, attendant une réponse ou un mouvement, il a entendu un craquement à sa droite. Il a jeté un coup d'œil à l'intérieur avec sa lampe torche, et sa lumière est tombée sur un homme de grande taille, à l'air méchant. Ben a sursauté, ne s'attendant pas à voir quelqu'un. Mais avant qu'il puisse réagir, l'homme a plongé vers lui et s'est lancé à sa poursuite. Comme mentionné au début, Ben était en surpoids. Il ne pouvait donc pas courir très vite. L'homme l'aurait certainement rattrapé sans difficulté si une voiture n'était pas passée par là. L'homme est retourné à l'intérieur de la maison du couple en courant. Et Ben, dès qu'il s'est un peu éloigné, a appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont bien trouvé l'homme à l'intérieur, au même endroit où Ben l'avait trouvé. Ce n'est que bien plus tard qu'il a eu la totalité de l'histoire. L'homme qui l'avait pourchassé cette nuit-là avait avoué avoir brutalement assassiné le couple qui vivait là et avait enterré leur corps dans le jardin. Il a également avoué les avoir torturés avant de les achever. La nuit où Ben l'avait croisé, le meurtrier était revenu sur les lieux pour s'assurer que les corps n'allaient pas être exposés à cause de la violente pluie. La maison en question avait fini par être rasée, une fois les corps du couple récupérés et enterrés de manière décente. Le coupable avait essayé de plaider la folie, mais le juge a refusé de le lui accorder. Il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Ben passe toujours devant l'endroit où la maison du couple se trouvait, et à chaque fois, il pense à quel point c'était injuste que 2 personnes innocentes, adorables, aient été arrachées de ce monde par un monstre.